Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est exactement les mêmes personnes que tout à l'heure, ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas assisté à la conférence de Mona Lisa? Ok, très bien. Alors, je vais quand même refaire un petit peu mon petit speech. Donc, je m'appelle Sylvie Makela et au nom de l'association Mélanine qui organise le festival Black Helvetia, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Le but de cet après-midi, c'était vraiment de contextualiser et de mieux comprendre ensemble qu'il existe dans la société suisse des dynamiques et une culture raciste aussi ancrée que les dynamiques et la culture sexiste. Il y a eu donc la conférence de Mona Lisa, et si vous l'avez loupée, il n'y a pas de souci, elle va être disponible sur le site internet de Black Helvetia d'ici quelques jours. Et puis maintenant, on arrive justement avec l'atelier de Patricia Auguet. Oui, je vous dis aussi aux nouveaux arrivants que si le festival est possible, c'est notamment grâce au partenariat avec le Théâtre populaire roman, qui nous met à disposition ce magnifique théâtre de l'Heure Bleue, mais également d'autres partenaires, dont Le Temps, la Confédération, etc. Le nom de tous nos partenaires sont dans l'expo ou sur notre site internet. On m'a dit aussi pendant la pause qu'il fallait que je sois plus précise par rapport à l'enquête. En fait, le QR code pour l'enquête se trouve au niveau de la bibliothèque. C'est ça, Nadine, hein ? C'est ça. Au niveau de la bibliothèque, dans l'exposition, il y a ce petit salon tout joli où vous pouvez lire des livres et vous pouvez aussi remplir le questionnaire qui vous permettra de donner un avis sur ce festival. Et puis, si vous voulez faire une petite contribution, ce que me dit aussi Nadine, c'est qu'il y a littéralement un vrai chapeau. Il n'y a pas que Twint. Voilà, et que ce chapeau est placé au bas des escaliers. Maintenant, j'ai la joie de vous dire quelques mots sur Patricia Auguet, donc qui va nous proposer un atelier pendant 1 heure environ. Donc là, il est 16h15, on va être ensemble encore jusqu'à 17h15. Et après l'atelier, il y aura ce moment de discussion informelle, aussi bien avec Patricia que Mona Lisa, si vous souhaitez continuer les réflexions et les échanges. C'était un plaisir tout particulier pour moi de rencontrer Patricia Auguet, parce que Patricia a été une athlète, une nageuse qui a nagé de manière internationale pour l'équipe suisse, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de je ne sais plus quelle année, elle pourra préciser, mais parce que en fait, moi, petite, j'ai été convaincue par notamment un prof de sport que les Noirs ne pouvaient pas nager. Vraiment, qu'on avait une morphologie qui ne nous permettait pas de nager. Et donc, j'ai été très jeune. Alors, j'avais des parents qui ne savaient pas nager, donc je ne savais pas nager. Et très jeune, j'ai été convaincue que c'était parce que j'étais noire. Donc, j'en ai parlé un petit peu avec Patricia. Et puis, voilà. Maintenant, je sais très bien nager. J'ai appris après, adulte. Mais donc, Patricia, elle est physiothérapeute. Elle est thérapeute psychocorporelle spécialisée dans le traumatisme. Elle travaille aussi bien, elle travaille en individuel dans des cabinets à Fribourg et à Genève. Elle anime des ateliers pour tout public sur la connaissance du corps et sur différents thèmes en lien avec le travail du corps. Elle propose des ateliers spécifiques pour les femmes de couleur et les femmes noires et afrodescendantes sur des sujets comme l'identité, la connaissance de soi à travers le corps et les thématiques de racisme et de discrimination. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Patricia Auguet. Bonjour à toutes et à tous. Je dois dire que cette configuration d'être sur scène et puis qu'il y ait un public devant moi, ce n'est pas une configuration habituelle. En général, quand j'anime des ateliers, je suis parmi les gens, je bouge, je vais vers les uns et vers les autres. Donc c'est pour ça que je suis debout et que je vais probablement pas mal bouger. J'ai aussi demandé à ce que la lumière dans la salle soit pas trop faible, parce que j'ai envie de pouvoir vous voir. Et parce que dans cet atelier, dans cette conférence atelier, je vais vous proposer à différents moments des exercices, une démarche en fait qui va passer de la tête au corps. Alors,
Voilà, ça c'était tous les sponsors et les supports du festival Black Helvetia. Voilà. Donc ma conférence atelier s'appelle « Au-delà de la déstructuration mentale, la déstructuration physique ». Dans ma pratique, je travaille avec des gens dans leur globalité. Même si j'ai une formation de physiothérapeute au départ, j'ai été assez vite frustrée de considérer le corps comme une mécanique et surtout de vivre constamment cette séparation qu'on fait entre la tête et le corps. Alors que nous sommes des êtres humains, nous sommes entiers. La tête est aussi une partie du corps. Et puis, notre corps, dans notre corps, tout est contenu. Notre esprit, nos émotions, nos ressentis. La tête a son langage ce sont les mots. Et je vous dirais que mon langage favori n'est pas le langage verbal. Le langage dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est le langage du corps. Et le langage du corps, ce sont les mouvements, mais ce sont aussi les ressentis, les positions, les émotions, etc. Donc je vais vous proposer à plusieurs moments de passer de votre tête à votre corps. Et pour commencer, je vais vous demander d'être attentif à la position dans laquelle vous êtes assis, et puis de trouver une position confortable. Alors les sièges sont un peu étroits, ils sont un petit peu durs, mais essayez vraiment de bien vous installer. Si vous avez un sac et puis qui vous dérange, vous posez votre sac, mais vraiment prenez le temps d'être bien assis. Voilà. Et puis quand vous avez trouvé une position qui est assez confortable pour vous, je vous propose de sentir vos pieds qui sont posés sur le sol, vos fesses qui sont posées sur la chaise, si vous êtes appuyé ou pas, la position de vos bras, votre respiration qui, idéalement, est le plus libre possible. Et si je vous propose ça, ça comme point de départ, c'est que le thème aussi de ma conférence atelier, c'est racisme et traumatisme. Et ce sont des sujets qui ne sont pas faciles, et c'est des sujets qui vont amener de l'inconfort. Et moi, je vois l'inconfort comme quelque chose de positif, parce que sans inconfort, il n'y a pas de changement. L'inconfort, il peut être lié à des sensations désagréables, il peut être lié à des émotions aussi difficiles, mais c'est aussi le signe que quelque chose est en train de changer et quelque chose est en train de se transformer. Je suis ici, je vais aller ailleurs, et dans ce chemin jusqu'à ailleurs, je sors d'une position que je connais bien, une position de confort, je dirais, ou habituelle ou familière, pour aller vers quelque chose que je connais moins. Et ce trajet peut être inconfortable. Et j'ai vraiment envie de vous proposer cet après-midi d'aller dans l'inconfort. Si l'inconfort se présente, ce n'est pas le créer pour le créer, mais comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est difficile. Et si l'inconfort arrive, vous avez peut-être remarqué que votre position change, ou que quelque chose se raidit dans votre corps, ou que la respiration aussi se diminue, ou que vous avez une émotion qui peut être douloureuse, ou une émotion qui peut être intense, de l'accueillir. Pas d'en faire quelque chose, mais d'observer, de sentir, ah oui, là, je remarque que mon ventre se serre, ou je remarque que mes pieds sont plus tellement posés sur le sol et puis que je suis sur la pointe des pieds. Vraiment d'aller dans le langage du corps qui sont les ressentis et puis les positions. D'accord ? Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas que vous restiez dans l'inconfort. Donc si à un moment donné, c'est trop inconfortable, revenez à la position plus confortable de comment vous êtes assis maintenant, assis et assis. Et puis, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à faire des grandes respirations par moment. Mais c'est, je dirais, le parcours que je vous propose dans l'heure qu'on va passer ensemble. Alors,
je ne vais pas refaire toute une conférence sur le racisme. Mona Lisa l'a fait de manière merveilleuse. Donc, j'ai juste posé 2-3 choses par rapport au racisme. Comme postulat, le racisme existe en Suisse. La deuxième chose, c'est un système de dominant-dominé. Et la troisième chose, c'est que pour moi, et je pense que je ne suis pas la seule, par rapport à notre humanité, par rapport au fait que nous sommes tous et toutes des êtres humains, par rapport au racisme, nous sommes toutes et tous perdants. Et j'aime beaucoup cette phrase de Desmond Tutu, qui était l'archevêque sud-africain, qui a beaucoup, qui avec Nelson Mandela ont fait un travail absolument magnifique de réconciliation, de vérité et réconciliation, justement après la fin de l'apartheid. Et en pleine période d'apartheid, Desmond Tutu a dit « Soyez gentils avec les Blancs puisqu'ils puissent retrouver leur humanité ». Et ce que je vous propose maintenant, voilà, ça c'est des connaissances que votre tête, que votre cerveau, que vos oreilles ont reçues. Et ce que je vous propose maintenant, c'est juste de prendre un temps et puis de sentir en vous qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait. Le postulat, le système dominant-dominé, voilà, quelque chose qui vous parle ou qui vous touche, et de juste prendre le temps un peu d'intérioriser, de venir en vous et de sentir ce que ça vous fait. Et d'accueillir ce qui est là. Et je dirais que si vous ne sentez rien, c'est aussi une sensation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est d'aller à l'écoute de ce que vous expérimentez là, maintenant. Vous pouvez le faire avec les yeux fermés, vous pouvez le faire avec les yeux ouverts. Et je vous laisse juste un petit moment pour aller en vous. Et d'observer aussi quand vous êtes en contact avec ce que vous ressentez à l'intérieur, est-ce que ça change? Est-ce que ça reste la même chose? Est-ce que ça se transforme? Est-ce que ça augmente? Ça diminue? Et je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester dans l'inconfort. C'est juste de faire une petite incursion, de l'apprivoiser petit à petit. De sentir ce que ça fait dans votre cœur, dans votre ventre. Et quand vous voulez, vous pouvez refaire 2-3 grandes respirations. Et je dirais de vous remercier d'avoir fait cette première incursion, ce premier petit voyage intérieur dans un sujet aussi important et vaste et lourd aussi dans le présent et historiquement qu'est le racisme. Alors, dans la prochaine diapo, là, je vais vous parler du traumatisme. J'ai juste mis 2 définitions pour donner le cadre dans lequel je travaille et en quoi ce que constitue le traumatisme pour moi. Parce que là aussi, autant que pour le racisme, il y a des idées qui n'étaient pas claires, où on imaginait le racisme seulement comme des événements très violents. Dans le traumatisme, c'est la même chose. J'ai remarqué souvent que les gens considèrent un traumatisme s'il y a eu la guerre, s'il y a eu des événements vraiment très violents, alors que le terme de traumatisme est beaucoup plus large que ça. Alors en premier, j'ai pris la définition du Larousse, qui est un ensemble des lésions locales intéressant les tissus et les organes provoquées par un agent extérieur.
troubles généraux qui en résultent. Donc là, je dirais ce qui est important, c'est que ça va toucher les tissus, les organes, donc le corps, et c'est provoqué par un agent extérieur. La deuxième définition est plus au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on parle de traumatisme. Et là, la définition est, le traumatisme, ce sont les conséquences d'événements durant lesquels les réactions de protection et de défense, comme la fuite ou le combat, n'ont pas abouti, et où le système nerveux autonome s'est trouvé submergé. Il ne reste plus que le réflexe de sidération, où la personne se retrouve figée, bloquée. Cette sidération peut mener à une dissociation. Donc là, il y a certains termes qui sont peut-être des termes un peu d'argot, ou plutôt des termes spécifiques au domaine du traumatisme, mais qui sont importants. Donc c'est les réactions de protection et de défense, qui sont fuite et combat, qu'on retrouve chez tous les animaux. Hein. Dans notre système, ça vient d'une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc vous pouvez imaginer qu'il est là depuis très 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 longtemps, ce cerveau, cette partie du cerveau. Et comme troisième réaction, qui est aussi une réaction de survie, donc c'est le figement. Et chez les animaux, c'est ce qu'on dit quand un animal fait le mort. C'est aussi une réaction de survie. Et ces réactions-là, on les a. Dans ce sens-là, on n'est pas différent des reptiles. Et ça ne passe pas par le mental, ça ne passe pas par le raisonnement. C'est vraiment à un autre niveau du système nerveux que ces réactions apparaissent. Donc même si on se raisonne, et même si je dis « non, 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 là tout va bien, je suis en sécurité », mon corps va percevoir le danger, et lui va avoir une réaction de « ouh là là, il faut que je foute le camp », ou alors « il faut que je me défende ». Et quand ces deux réactions ne peuvent pas aboutir, c'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où je ne peux ni fuir, ni me défendre, la seule chose qui reste, c'est que je vais me figer. Et ce qui est très important, donc, c'est que le traumatisme se produit dans le corps, mais c'est aussi là que se trouve sa résolution. Donc maintenant, hop là, il ne faut pas que j'avance seulement chez moi. Voilà. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans le concret, de manière très très globale, on peut dire qu'un traumatisme se passe quand il y a quelque chose qui est trop. Voilà. Donc ça peut être trop rapide. Là, j'ai donné quelques exemples. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive, hein, mais c'est juste pour imager. Donc trop rapide, ça peut être une chute ou un coup. Trop violent, un accident. Agression physique et psychique. Et là, c'est important aussi de savoir que pour le corps, s'il est agressé physiquement ou s'il est agressé psychiquement, c'est-à-dire par une insulte, hein, ça peut être quelqu'un qui est poussé ou quelqu'un qui est insulté, les réactions au niveau de la physiologie sont les mêmes. Il y a pas, dans ce sens-là, il n'y a pas de hiérarchie où l'un est pire que l'autre. Il y a les abus en tout genre. Après, dans ce qui est trop intense, donc il y a la douleur, elle a la même chose, hein, physique et psychique. Et puis tout ce qui est lié à la peur et à la terreur dans des situations de menace et de danger. Alors, ce qui est important, c'est que ce n'est pas soit trop rapide, soit trop violent, soit trop intense. Hein. Ça peut être trop rapide, et trop violent, et trop intense. D'accord ? Et le dernier que j'ai noté, c'est trop fréquent. Et là, j'ai mis les micro-agressions répétitives. Et ça va prendre tout le sujet, je dirais, ce qu'on appelle le racisme dans la vie quotidienne. Les trois catégories d'avant, c'est le racisme qu'on peut très bien s'imaginer, c'est quand il y a agression qui peut aller justement jusqu'à la mort, qui peut qui peut vraiment blesser physiquement la personne, les coups, les insultes. Donc, je crois que pour tout le monde, là, on peut voir qu'il y a du racisme. Maintenant, et on peut voir pas seulement qu'il y a du racisme, mais que cette forme de racisme est un traumatisme.
Et dans ce qui est micro-agression répétitive, c'est la fréquence. En fait, je reçois une remarque un peu biaisée sur la manière dont je suis habillée, par exemple, ou la manière dont je bouge, et puis ça me fait quelque chose. Et le fait que ça me fasse quelque chose, à un moment donné, il va falloir que j'ai du temps pour récupérer de ça, que je trouve du repos, que je me dise, mais en fait non, ça n'a rien à voir avec la manière dont je suis habillée ou je bouge. Mais si je reçois une autre agression du même type 10 minutes plus tard, je n'aurai pas eu le temps de récupérer. Et si ça arrive 2 heures plus tard, je n'aurai pas eu le temps de récupérer. Et si ça arrive jour après jour, en fait, c'est comme avoir une petite blessure. Mais cette petite blessure, elle n'a jamais le temps de récupérer, parce qu'il y a toujours une agression qui vient et qui fait qu'elle ne cicatrise pas. Et qu'au bout d'un moment, les tissus autour de cette petite blessure s'enflamment, deviennent hypersensibles. Et après, rien que le fait d'approcher la main, ça suffit déjà pour réveiller en fait la blessure qu'il y a là. Et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les personnes racisées, c'est qu'il y a une hypersensibilité qui se développe à ces micro-agressions. Comme par anticipation, en fait, de simplement le fait que ça s'approche ou le fait d'imaginer que ça pourrait arriver peut réactiver la blessure. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vous présente ce bloc qui est un petit peu plus théorique, et puis à la fin de ce bloc, vous aurez un moment si jamais vous avez des questions, et puis il y aura aussi le moment après la conférence pour poser vos questions. Maintenant, le racisme, traumatisme dans la vie quotidienne. Alors là, j'ai pas repris, j'ai pris quelques exemples en fait pour vous donner, pour imager quel est le résultat, qu'est-ce qui se passe chez la personne qui vit ça, et entre autres la femme noire et afrodescendante. Donc dans l'exposé de Mona Lisa, elle a beaucoup parlé de la femme comme objet, comme corps-objet. Et cette représentation-là de la femme noire, du corps de la femme noire, va faire que beaucoup de femmes noires et afrodescendantes vont surinvestir leur capacité intellectuelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré, entre autres dans des ateliers que j'ai donnés, où une fois je me suis retrouvée avec 12 femmes noires et afrodescendantes qui avaient toutes, ou qui étaient toutes étudiantes à l'université, qui étaient vraiment brillantes dans leur domaine, ou très, je dirais, intéressées et très riches de connaissances, mais elles vivaient que là. Elles n'avaient pas de corps. Elles avaient un corps, en fait, qui était là pour porter leur tête. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, où au début, je me suis dit, ouh là là, mais moi, je n'ai pas fait l'université. Parce qu'en Suisse, la physio n'est pas à l'université. Et après, j'ai fait des études vraiment en dehors des cursus habituels académiques. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à leur apporter pour passer de là à là. Parce que qu'est-ce qui se passe quand toutes ces femmes investissent énormément leur tête et abandonnent leur corps? C'est un phénomène qu'on appelle en trauma, la dissociation. Voilà. Il n'y a qu'une partie de la personne qui est là. Et on peut aussi voir l'inverse, c'est-à-dire des femmes qui vont investir énormément leur corps, entre autres certaines sportives, et qui sont persuadées qu'elles sont bêtes. En fait, la seule chose qu'elles peuvent faire dans leur vie, c'est d'utiliser leur corps, ou de faire quelque chose avec leur corps, parce qu'elles n'ont pas le niveau, elles n'ont pas l'intelligence nécessaire pour comprendre, pour étudier. Donc là, c'est l'inverse, c'est aussi une dissociation. Hein. Elles sont en bas, et puis là-haut, elles estiment ou elles pensent, ou elles croient qu'elles ne sont pas capables.
Le deuxième point que j'ai noté, c'est lorsqu'on ne correspond pas à l'image attendue. Donc là, ça va beaucoup avec tout ce qui va être projeté sur la femme noire, de comment elle doit être, de qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et ça va vraiment contribuer d'une part à l'invisibilité, mais aussi d'autre part au fait que si elle ne rentre pas dans les cases, elle va déranger. Et j'ai pris... Et ce phénomène, en fait, amène une hypervigilance. Donc là, je vais toujours faire attention à ce que je dis, comment je le dis, ce que je fais, est-ce que je peux le faire, si je le fais, quelles conséquences ça aura. Et cette hypervigilance fait que vous pouvez imaginer comment une personne en hypervigilance peut se reposer, peut se poser, peut juste apprécier le fait d'être là. C'est difficile, très difficile. Et il y a beaucoup de femmes afrodescendantes, noires et bien sûr d'autres personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes de récupération, qui se retrouvent dans des situations vraiment où elles ne savent plus comment calmer quelque chose en elles. Et j'ai pris un exemple, quelque chose auquel je suis souvent confrontée, et je pense que toutes les femmes noires et afrodescendantes présentes ici connaissent cette question. D'où venez-vous ? Alors, ce n'est pas la question en elle-même, je dirais, uniquement qui est problématique, c'est à quel moment elle apparaît et la manière dont elle est posée. Et quand cette question arrive après 2 minutes, et puis déjà, des fois 2 minutes, c'est déjà beaucoup, ou des fois, c'est peut-être la première question qui apparaît, qui arrive. Souvent, derrière cette question, il y a une attente de la part de la personne qui la pose. Et l'attente, c'est une attente d'exotisme. Donc, quand je réponds « D'où venez-vous ?» et puis je dis que je viens de Fribourg, c'est pas très exotique. D'accord ? Donc, souvent, il y a la deuxième question qui arrive, c'est « Oui, mais d'où venez-vous vraiment ?» D'accord. Donc là, je vais dire mon village d'origine, Überstorf. Oui, je suis dans mon passeport, je viens de Überstorf. Ma famille suisse vient de Überstorf. D'accord. Et souvent, la réaction, c'est que comme je n'ai pas donné la bonne réponse, la personne en face devient agressive. D'accord. Et cette question très anodine, en fait, peut, à la longue, vraiment faire partie des micro-agressions. Et un autre élément qui fait partie de ce contexte, c'est aussi qu'avec cette question, d'où venez-vous, ça sous-entend une délocalisation. C'est-à-dire, d'où venez-vous, ça veut dire que vous n'êtes pas d'ici. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est que si je ne suis pas ici, ça veut dire que je dois être ailleurs. Donc là aussi, je ne peux pas être entièrement là. Et il y a aussi une forme de séparation et dissociation avec cette délocalisation. Le point suivant que j'ai noté, c'est la différence par rapport à la norme blanche et masculine, le patriarcat blanc. D'accord. Et ce que j'ai souvent remarqué, ce que je connais aussi chez moi, c'est une suradaptation. Moi, pendant des années, je suis devenue plus suisse que les Suisses. J'ai vraiment rempli toutes les cases, j'ai fait tout juste. J'étais juste extrêmement malheureuse. D'accord. Et ça amène à ça, ça amène à comme une désincarnation de qui je suis. Et je crois que j'ai aussi noté dissociation. Mais c'est vraiment ça, pendant des années, j'ai fait beaucoup d'efforts pour correspondre à ce qu'on attendait de moi ou correspondre à qui je croyais devoir être. Et en fait, je me suis vidée de mon essence.
Un autre point que j'ai noté, c'est être en marge. C'est-à-dire, il y a une auteure qui s'appelle Grada Quilomba, qui a écrit Plantation Memories, les épisodes du racisme quotidien. Elle décrit ça extrêmement bien, où dans ce système de patriarcat blanc, en fait, la personne noire ne peut pas être au centre. La personne noire va toujours être en marge. Et ça, c'est l'image de les personnes dans certaines villes où les personnes noires vont vivre en banlieue, à l'extérieur de la ville, vont venir en ville pour travailler, mais le soir, il faut qu'elles rentrent chez elles. D'accord ? Elles sortent du centre. Ce qui fait que pour faire partie du centre, pour faire partie de ce qui se passe, pour faire partie des décisions, pour faire partie de l'endroit, je dirais, géographique où on peut vraiment avoir une influence et on peut vraiment être amené qui on est, on fait énormément d'efforts. Et en fait, on doit toujours gagner notre place. Et quelque chose aussi que j'ai vraiment rencontré, c'est devoir être irréprochable. Ne pas faire d'erreur, qu'il n'y ait aucune faille, qu'on puisse vraiment être irréprochable. Et ça, le résultat, c'est que ça amène à l'épuisement. Et tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans les traumatismes. Épuisement, on va parler de burn-out. D'accord ? Et le dernier point que j'ai noté là, mais une fois encore, ce n'est pas exhaustif. Là, j'ai mis dans racisme structurel, c'est la discrimination et le racisme à la recherche d'emploi, recherche de logement, la discrimination au faciès, qui amène la personne, je dirais, dans un état d'impuissance. Parce qu'il y a quelque chose qui veut dire « c'est pas juste », mais c'est pas juste contre qui ? Je me bats avec qui, là ? Parce que c'est la structure, c'est construit comme ça. Et je dirais cette énergie de la révolte, de la colère qui se réveille, comme elle n'a pas de cible, en fait, elle retombe, elle amène dans un état, dans une expérience d'impuissance qui peut aller aussi vers une perte d'énergie et un épuisement. Et une perte de confiance aussi, parce que même si je fais tout ce qu'il faut et que de toute manière, au bout du compte, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui reste ? Donc là, je vous propose de faire quelques grandes respirations. De vous installer de nouveau. Voilà. Et je vous donne un petit moment pour laisser descendre toutes ces informations que je vous ai données. De nouveau, qu'elles ne restent pas juste au niveau de votre tête, mais qu'il y ait quelque chose gentiment qui puisse rentrer dans vos cellules, rentrer dans votre corps, rentrer dans votre cœur. Ça vous a peut-être touché, ça vous a peut-être mis en colère, ça vous a peut-être attristé. De nouveau, peut-être que ça vous avait rien fait, mais rien, c'est aussi une expérience. Et de nouveau, quand vous faites un petit moment d'intériorisation comme maintenant, quand vous allez dans ce que vous ressentez, observez si ça reste la même chose, si ça change, si ça se transforme. Est-ce qu'il y a des sensations aussi dans le corps qui étaient là et qui diminuent ou qui n'étaient pas là et qui apparaissent ? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous sentez plus ou que vous ne sentez plus ?
Et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas vouloir faire quelque chose avec ce qui est là. C'est l'accueillir. C'est se donner la reconnaissance de « voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, voilà ce que ça me fait ». Et si vous avez l'impression que, je ne sais pas, il y a de la lourdeur ou une sensation qui plombe, n'hésitez pas à bouger. L'idée, ce n'est pas que vous vous retrouviez complètement scotché dans votre chaise, à ne plus pouvoir bouger. On ne veut pas aller dans un état de figement, là. Et maintenant, avant de passer au sujet suivant que je vais vous présenter, je vais vous dire que la douleur fait partie de la vie. Vivre sans douleur, c'est complètement illusoire. On vit dans une société qui nous fait croire qu'on peut être tout le temps en sécurité et qu'on ne devrait jamais avoir mal. La douleur fait partie de la vie. Quand on grandit, ça fait mal. Les bébés, ils ont les dents qui poussent, ça fait mal. Les parents, vous le savez, vous êtes réveillés, je pense, suffisamment souvent la nuit ou même la journée parce qu'il y a le bébé qui pleure et qu'il y a les dents qui poussent. Les enfants, quand ils grandissent, à un moment donné, quand ils font vraiment une poussée de croissance au niveau des os, ça fait mal. Mais le sujet que je vais vous introduire donc, parle de la douleur, mais parle de deux formes de douleur. Et ça, c'est synthétisé comme ça. Je l'ai trouvé dans un livre écrit par Resmaa Menakem, qui est un thérapeute afro-américain, qui est spécialisé dans ce qui est conflit et violence, qui est aussi spécialisé dans tout ce qui est racisme et traumatisme, et qui travaille aux États-Unis avec des personnes afro-américaines, qui travaillent aussi, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, surtout dans le cadre de ce festival et le cadre de cette conférence, travaille avec des personnes, comme ils les appellent, européo-américaines, d'accord, donc les personnes blanches aux États-Unis, et il travaille aussi avec les corps de police. Toujours dans ce sujet de racisme et traumatisme. Et il a défini deux sortes de douleurs. Alors, en anglais, c'est clean pain, dirty pain. La traduction, elle m'est personnelle. J'ai noté bonne douleur et mauvaise douleur. Parce que douleur propre et douleur sale, ça, je trouvais que ça sonnait bizarrement. Mais si ça vous va, je vais continuer à parler de clean pain et dirty pain. La clean pain, justement, c'est la douleur qui répare et qui permet de grandir. C'est la douleur qui vient quand je fais face à ce que je ne veux habituellement pas affronter. Dans la préparation de cette conférence, plusieurs fois, j'avais envie juste de rester tranquille. Et puis quelque chose me disait, non, écoute, voilà, tu t'es engagé pour faire une conférence sur le sujet du racisme et du traumatisme. Donc, tu vas aller la préparer, Patricia, cette conférence. Et ce pas de me lever de mon endroit bien confortable, à aller chercher, entre autres, le livre de Resmaa Menakem et de m'y plonger, ce mouvement-là, il y avait quelque chose de douloureux. Parce que je savais que j'allais affronter quelque chose où, assis sur ma chaise ou assis dans mon fauteuil, j'avais juste envie de laisser de côté.
C'est aussi la douleur qui va apparaître. Alors, là, je vais peut-être préciser, Resmaa Menakem parle vraiment de douleur. Moi, j'ai envie de dire expérience désagréable. Parce que ça ne fait pas forcément mal, mais c'est inconfortable. D'accord ? Et c'est aussi cet inconfort ou cette douleur qui va apparaître quand je sais que je dois dire quelque chose à quelqu'un qui est important. Je n'ai pas du tout envie de le dire, mais je sais que je vais quand même aller le dire. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vécu ces expériences, d'accord ? Eh bien, c'est ce qui apparaît, qui est la clean pain. Ensuite, comme physiothérapeute, la phrase d'après, c'est la douleur qui dit « ça fait mal et ça fait du bien ». Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté comme physiothérapeute et comme thérapeute psychocorporel quand je touche les gens. C'est-à-dire que j'arrive à un endroit qui est très tendu, j'appuie avec mon doigt, puis la personne, elle me fait « ça fait mal, mais ça fait tellement du bien, reste !» Je ne sais pas si vous allez vous faire masser parfois, hein, et si vous connaissez cette expérience. C'est ce type de douleur aussi. Ça peut être aussi la douleur de « je pleure », parce que quelque chose m'a touché, parce que je suis triste, c'est douloureux, mais je sens que c'est juste et que ça va me faire du bien. C'est aussi ça. Après, Resmaa Menakem développe un thème que je trouve aussi très intéressant, c'est quand il dit « c'est la douleur qui est là quand je ne sais pas que faire, quand j'ai peur de ce qui va se passer, et quand je fais un pas dans l'inconnu avec honnêteté et vulnérabilité. » Donc, une fois encore, ça se traduit peut-être pas en termes de douleur dans le corps, mais c'est cette sensation générale que j'avais quand j'étais là, avant de venir sur scène, de me dire, ok, je vais avancer devant vous. J'ai préparé la conférence, bien sûr, mais il y a toute une partie où, en fait, je ne sais pas. Je suis d'accord de ne pas savoir, et j'y vais. Voilà. Et là, je vous laisse quelques secondes pour penser si c'est une expérience que vous connaissez aussi. Parce qu'elle est à la fois fragile et puissante. Et je pense qu'elle est vraiment à respecter et à honorer. J'ai peur, je me sens vulnérable, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que cette douleur, cette clean pain, fait partie du fonctionnement normal du corps, qui peut la métaboliser. Ça permet de récupérer l'énergie qui était bloquée et qui va nous permettre de faire appel à la résilience et à la cohérence du corps. Donc résilience, ça va avec réparation, et cohérence du corps, ça va avec, pour moi, réunifier. Parce qu'un des aspects principaux du traumatisme, en fait, c'est qu'il sépare. Il morcelle. Mon esprit est là, mais mon corps ne l'est plus. n'est plus là. Je sens ma main droite, mais je ne sens plus ma main gauche, parce qu'elle a vécu quelque chose de douloureux ou vraiment désagréable. Ou je ne sens plus rien, j'ai plus d'émotion. Je pleure plus. Assez souvent, il y a des personnes qui viennent chez moi, soit alors elles pleurent tout le temps, et elles n'ont plus de contrôle sur ces émotions, soit elles me disent « je ne ressens plus rien ». Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais je n'arrive plus à ressentir, je n'arrive plus à pleurer.
Et quand on a accès à cette douleur, cette clean pain, elle a quelque chose oui, elle a quelque chose qui réconcilie à l'intérieur. Maintenant, de l'autre côté, il y a la dirty pain, ce que j'ai appelé mauvaise douleur. Donc ça, c'est la douleur de l'évitement, du déni, de la banalisation, et celle qui rend l'autre responsable. Donc là, j'ai envie de prendre le mot banalisation, parce que c'est quelque chose, je pense qu'on rencontre souvent quand on relate des événements racistes, quand on en parle. Et la réaction de l'autre va être, et ça peut être, et c'est pas forcément une personne blanche, ça peut être la réaction de l'autre qui va dire « Ah, mais en fait, c'est pas si grave. Il faut passer par-dessus. Hein. Elle est bête, cette personne, il faut pas... » D'accord ? Et dans le domaine du traumatisme, c'est ce qu'on appelle le deuxième abus. La personne est traumatisée une première fois ou vit une agression une première fois. Elle trouve le courage d'en parler et en fait, elle reçoit une deuxième baffe. Et j'ai souvent remarqué que cette deuxième baffe fait autant, si ce n'est pas plus, de dégâts que la première. Parce que quand la personne ose en parler ou s'ouvre, elle arrive avec toute sa vulnérabilité, sa fragilité, sa blessure. Et là, c'est de nouveau... C'est pas forcément planter un... Alors le déni, ce serait carrément de planter un couteau dans la blessure. Mais là, c'est de... En fait, ouais, c'est une petite égratignure, ça va aller. Et c'est de ne pas considérer la blessure pour ce qu'elle est. Et puis il y a des blessures, quand on ne les soigne pas, elles s'infectent. La blessure en elle-même pourrait être soignée, mais le fait qu'elle n'est pas prise en compte, elle va s'infecter. Et là, ça devient pire encore que la blessure elle-même. Et là, quand une personne est en contact avec cette douleur, c'est-à-dire quand une personne est dans le déni, dans l'évitement, ou aussi dans le blâme, ça va engendrer chez cette personne des réactions de cruauté, de violence, de fuite, de silence aussi, qui vont générer encore plus de douleur. Chez la personne concernée par l'événement raciste, mais aussi chez la personne qui est dans le déni. Vous pouvez prendre 2-3 bonnes respirations. Je sais que ce n'est pas un sujet facile, mais pour moi, c'était important de nommer les choses, de ne pas justement les banaliser. Et si j'ai pris le risque de le faire, c'est que, premièrement, je pense que c'est nécessaire. Et parce que je me suis dit, voilà, si les gens s'inscrivent pour venir écouter une conférence comme ça, c'est qu'il y a déjà une ouverture et une sensibilité à ce sujet. Et en étant d'accord d'être dans ce qu'on ressent, dans ce que vous ressentez, et pas d'être dans la résistance, ça permet vraiment de faire un voyage, de traverser ce qui est là. Donc de manière plus concrète, si on prend la clean pain, on va avoir une posture redressée. C'est-à-dire que oui, ça fait mal, c'est inconfortable, mais j'ai une colonne vertébrale. Et après avoir traversé cette douleur ou ces sensations désagréables, on peut ressentir du soulagement, on peut vivre plus de présence à soi et aux autres, avoir plus d'espace de liberté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur dans l'autorisation que je me donne de bouger, d'occuper l'espace.
une sensation d'avoir grandi d'un cran, mais aussi, en fait, ne plus savoir ou ne pas savoir comment ça va être. Parce que c'est vraiment de partir d'une position que je connais, qui peut être désagréable, qui peut être souffrante, de traverser quelque chose, mais sans savoir comment ça va être après. Et dans la dirty pain, alors si on prend la posture, ça va être plutôt une posture affaissée, fermée, fuyante. Et c'est sûr que quand vous vous retrouvez face à une personne comme ça, il y a de fortes chances que vous n'allez pas vraiment être reçu et écouté. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a aussi de la dirty pain, alors un petit peu différente chez les personnes noires et chez les personnes blanches. Et volontairement, là, j'ai voulu faire la différence. Chez les personnes noires, ça va être la haine de soi-même, qui résulte du fait qu'on n'est pas dans la norme, du fait qu'on nous renvoie qu'être belle, justement comme le disait Mona Lisa avant dans sa conférence, est référé à la femme blanche et pas à la femme noire, etc. Et il y a toute une haine de soi qui est développée. Il y a l'autolimitation, qui va être « Ah non, mais ça, c'est pas pour moi » ou « Je vais pas y arriver ». Il y a le manque d'estime de soi, qui va avec les critiques et les jugements intérieurs. Il y a aussi le manque de confiance envers d'autres personnes noires, en restant accroché à la référence blanche. Et là, je fais une petite pause parce que je remarque que ce point-là, c'est un point qui me touche encore beaucoup. Parce que je dirais que j'ai utilisé aussi la préparation de cette conférence pour savoir où moi j'en étais. Du racisme internalisé. Et je me rends compte que ce dernier point est assez, en tout cas, et pour moi, est assez critique. De voir comme il y a vraiment le réflexe encore qu'une personne blanche est plus fiable qu'une personne noire, par exemple. Et j'ai encore du travail à faire. Chez les personnes blanches, quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, c'est la culpabilité. Coupable que le racisme existe encore, coupable de rien faire contre le racisme, ou coupable que historiquement dans ma famille, ou je ne sais pas, mon père il est comme si dans ma famille il y a des membres de l'UDC, etc., etc. Qui amène à une culpabilité, qui en fait, cette culpabilité fait que la personne, c'est comme si elle devient la victime. Après, il y a la pitié. Ah, pauvre vous, de vivre le racisme. Il y a le fait de vouloir sauver, qui correspond à infantiliser, comme Mona Lisa aussi a parlé dans sa conférence, le paternalisme, le maternalisme. Et il y a aussi devenir fragile dès que cela devient confortable et s'effondrer. Alors dans effondrer, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de parler du sujet du racisme, et puis en fait, je rencontre une réaction vraiment agressive en face. Alors c'est pas un effondrement, mais c'est, la personne ne reste pas dans son axe, et se laisse emporter par, je sais pas, un accès de colère ou de « Ah, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ce sujet ?» Ça, c'est des réactions que j'ai pu avoir. Ou alors elle s'effondre en larmes, puis du coup, je dis voilà, je vais arrêter, quoi. Elle pleure déjà, je ne vais pas encore continuer à parler de ce sujet.
Donc là, de nouveau, par rapport à ce clean pain et dirty pain, je vous laisse un moment pour examiner en vous où vous en êtes. Alors, je peux remettre la dia avant, si vous voulez, ou je peux laisser celle-ci, c'est égal. Mais juste de faire un petit check de où vous en êtes par rapport à ces deux douleurs. Et s'il vous plaît, ne vous jugez pas. On peut être dans les deux. Hein. Exactement, oui, on peut être dans les deux, tout à fait. Moi, je suis dans les deux. Oui. Alors, je pense qu'on est toutes et tous dans les deux. Réellement. Mais c'est d'examiner un petit peu plus, ok, dans cette situation où à ce moment-là, je vois que j'arrive à affronter. Et puis, prenez pas forcément le thème uniquement du racisme. Hein. Pour moi, ça, c'est valable dans tous les sujets de la vie. Mais c'est de voir, ok, là, je suis prête à affronter, là, je suis prête à être triste, par exemple. Mais alors, la colère, non. Non, alors, moi, la colère, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à vivre, par exemple. Et puis je vais la réprimer, et puis je vais dire que non, elle n'est pas là. Donc faites un petit point pour vous. Et je vais terminer cette partie par une phrase de James Baldwin, qui était un intellectuel et un écrivain afro-américain dans les années 60, 70, 80, qui a dit « J'imagine qu'une des raisons pour laquelle les gens s'accrochent de manière aussi têtue à leur haine est parce qu'ils sentent qu'une fois que la haine sera partie, ils seront forcés de s'occuper de la douleur. » Et je trouve que cette phrase est pour moi très très parlante parce qu'elle inclut justement ces deux facettes. Et dans haine, c'est, je dirais, voilà, tous les sentiments ou le déni ou ce qu'on a vu avant qui correspond vraiment à la dirty pain. Et puis de s'occuper de la douleur, mais de la clean pain. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions urgentes à poser maintenant, sinon il y aura après, mais volontiers pour quelques questions. Voilà, quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. Alors, la conférence n'est pas terminée, hein. C'est juste un petit moment d'aération avant la suite. Mais s'il y a des questions par rapport à cette partie-là, déjà. Oui, je m'appelle Claude-Alain Schilt. Je pense qu'il faudrait parler du... On est dans une conférence d'afrodescendants ou noirs, mais du racisme anti-noir, parce qu'il y a le racisme anti-arabe, il y a plusieurs racistes, et j'entends souvent des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux rien avoir à faire avec des noirs », n'est-ce pas ? Entre noirs. Et puis il y a des racismes voilà, entre ethnies, etc. Donc c'est pas toujours la même chose. Et je regrette un peu qu'on ne parle pas assez de la question sociale. Parce que comme entre les catholiques et les protestants, ce n'est pas une question de religion, c'est souvent une question sociale, etc. On pourrait en parler longtemps, mais je pense que vous avez compris ce que j'entends. Alors, j'ai tout à fait compris.
Maintenant, je pense que voilà, ce festival a un cadre et un contexte. Et là aussi, comme le précisait Mona Lisa avant, dans ce contexte, l'idée n'est pas d'exclure et de nier des autres réalités, d'autres formes de discrimination, d'autres formes de conflits entre des communautés, mais c'est de donner pendant un certain laps de temps l'importance à un contexte, et de pouvoir le développer, de pouvoir aller en profondeur, et que ce pas-là fait dans ce contexte-là, peut-être apportera aussi un pas dans un autre contexte. Mais à un moment donné, à vouloir tout traiter en même temps, on ne traite rien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire par question sociale ? Parce que les gens, les Noirs sont plutôt souvent moins aisés que les Blancs d'un point de vue statistique. Je vois par exemple, il y a beaucoup dans la santé d'aides-soignantes qui sont soit sud-américaines, soit noires, et puis on les traite mal, on les exploite dans tous les cantons d'ailleurs, où on leur fait faire des stages de 6 mois, une année, etc., sans les payer, que leur disant il faut encore vous perfectionner. Donc souvent la question sociale est une question primordiale. Oui. Alors je dirais au niveau social, je ne suis absolument pas une spécialiste, donc je ne vais rien pouvoir vous dire sur ce sujet. Maintenant, hier soir, il y a eu un documentaire qui a été projeté ici, qui est « Je suis noire ». Et ce qui était très intéressant dans ce documentaire, c'était une volonté de la réalisatrice de présenter des portraits de femmes noires et afrodescendantes qui, justement, n'étaient pas de niveau social que vous décrivez. Donc, je dirais, c'est important aussi de signaler que les femmes noires et afrodescendantes sont dans tous les milieux sociaux en Suisse. Alors, on va... Si. Okay, mais je pense que c'est... Excusez-moi. Il faut je pense que c'est pas le débat. Oui, complètement. Je pense que c'est pas le débat. C'est pas le débat, et on va garder le cadre de la discussion, voilà, et de exactement. La thématique qui est traitée cet après-midi. Donc, on va prendre encore la question de Pamela, et puis ensuite, tu vas pouvoir continuer. Oui, tout à fait. Alors, allez-y. Alors, moi, ce n'était pas forcément une question, mais c'était plutôt un commentaire que j'avais à faire, ou plutôt une réflexion par rapport au fait d'être irréprochable et qu'après, ça peut amener un épuisement. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en tant que personne noire, en tant que femme noire, ce n'est pas seulement le fait de devoir montrer que je mérite ma place ou que je mérite d'occuper l'espace dans lequel je suis, mais c'est souvent aussi cette notion d'être irresponsable vient du fait que souvent, et ça c'est plutôt un rappel par rapport à l'autre, je suis en train de représenter toutes les autres personnes noires. Et ça, c'est quelque chose comme si parfois je ne peux pas supporter. Je suis haïtienne, je ne suis pas congolaise, je ne suis pas angolaise. Donc pourquoi est-ce que moi, en tant que petite personne que je suis juste dans le contexte-là, forcément, le sort de toute la population noire repose sur mon comportement dans cet espace-là. Et ça, c'est jamais quelque chose que nous, on dit « Ah oui, non, mais je dois me défendre », mais c'est le fait qu'à chaque fois, les autres, à chaque fois, nous font des réflexions qui nous font voir que « Ah ben non, en fait, je dois aussi défendre les autres, parce que sinon, ben, peut-être que la prochaine personne n'aura pas de chance et qu'elle sera automatiquement, je ne sais pas, discriminée de façon violente, tout simplement parce que j'ai fait une erreur. » Parfait. Ma question portait sur, je crois que c'était parmi les premières slides, où je crois que c'était justement Meckem, de tête, qui disait que le fait que la douleur soit logée dans le corps, c'est aussi par le corps qu'on trouve la réponse, un truc du genre. En fait, que le traumatisme se passe dans le corps,
Donc c'est dans le corps qu'il y a la résolution du traumatisme. Voilà, et je voulais savoir si par la suite, vous alliez montrer en fait des exemples de comment cette résolution à travers le corps se fait, parce qu'on a souvent dans les groupes de conscientisation, la manière de conscientiser ces choses-là, c'est souvent par la parole, par la réflexion, par la lecture, par la sensibilisation à travers l'audiovisuel, mais rarement à travers le corps. Donc je serais intéressée s'il y a des pratiques de, je sais pas, en faisant telle posture, on peut sortir. Et c'est pas du tout, c'est une vraie question. J'ai envie de savoir comment on résout le problème. J'ai bien compris. Alors, premièrement, il n'y a pas de recette, donc il n'y a pas de la posture qui va tout régler. Et je dirais que dans un cadre comme ça, travailler avec un traumatisme, c'est un sujet qui est très vaste et qui se fait aussi de manière individuelle en fonction de où se trouve la personne, ce qu'elle a vécu et surtout qu'est-ce qui est resté dans son corps, qu'est-ce qui est inscrit dans son corps par rapport au traumatisme. Là, ce que je vous présente, c'est la première étape qui est justement d'aller à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. C'est la porte d'entrée. Et je pense que dans le cadre d'une conférence comme ça, je me vois difficilement aller plus loin. Mais si certaines et certains d'entre vous captent ce passage justement d'avoir compris, ou qui va avec la libération de la parole, entre autres, la formulation, mais si certaines et certains font ce passage de « voilà, j'ai compris », et cette compréhension s'accompagne de telle et telle sensation dans mon corps, parce que des fois, des prises de conscience, c'est très inconfortable. Là aussi, parce que c'est un changement. Mais si, avec une prise de conscience, la personne arrive à rester avec ce qu'elle expérimente, ça fait partie de la résolution du traumatisme. Parce que comment dire, dans le traumatisme, il y a figement. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et en allant dans le ressenti, ça permet de ramener du mouvement dans quelque chose qui était peut-être simplement bloqué. Je dirais que c'est le premier pas. Mais dans un cadre comme ça, je me vois difficilement vraiment faire une démonstration, quoi. Voilà. Oui. Alors, je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait. Enfin, vous êtes mon coup de cœur de la journée. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup été dans la tête, parce que j'avais besoin de mettre des mots sur plein de choses que j'ai ressenties. Et du coup, ça arrive très rarement que je trouve dans un livre ou dans un podcast un élément qui va parler de mes sensations ou bien de ce que ça fait, en fait. Moi, j'ai carrément fui la Suisse à un moment donné parce que quand je voyais les panneaux où il y avait des moutons noirs qui se faisaient foutre dehors, ou bien les minarets qui ressemblaient à des bombes, les regards, les remarques, ça commençait à devenir vraiment douloureux. Et ensuite, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, les personnes là-bas m'appelaient la blanche parce que je suis métisse. Du coup, j'étais là, merde, c'est pas si simple en fait. Quand est-ce que je vais arrêter d'être racisée différemment, bref. Et en fait, j'ai remarqué à quel point on sous-estime ce que ça fait. Genre, c'est vraiment pas évident. Moi, je peux regarder des cours ex-cathédrale, lire des livres très souvent, mais rarement je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui me disait que c'est douloureux, mais c'est bien, et qu'il faut se regarder à l'intérieur de soi, et que ça va aller. Du coup, en fait, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Et puis, si vous prenez encore des patientes, moi, je vais... Merci. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes en train d'expérimenter la clean pain.
Restez avec, accueillez-la, honorez-la. Et ça va vous amener ailleurs. Ou je ne sais pas, parce que c'est votre parcours, mais vous n'allez probablement pas ressortir de ce théâtre, de cet endroit, exactement de la même manière que vous êtes rentré. Voilà. Et pour vous donner l'occasion de plus d'être avec vos ressentis, j'ai pris une situation qui s'est passée en Suisse il n'y a pas très longtemps, qui est, je vous laisse lire le grand titre, là. Et Mona Lisa en a aussi parlé, de cette jeune femme zurichoise, Sarah Akanji, qui est engagée qui est une élue politique dans le canton de Zurich, et qui a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat l'année prochaine. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire des extraits de l'article qui est apparu dans Le Matin il y a 2 semaines maintenant, qui est tiré d'un article aussi qui a été fait dans le journal de Winterthur. Et alors, bien sûr qu'il y a les mots, bien sûr qu'il y a la compréhension, mais là, ce qui est intéressant, c'est de sentir ce que ça vous fait. La députée zurichoise, parmi les mieux élus en 2019, ne briguera pas un nouveau mandat. Son élection triomphale avait fait sensation il y a 3 ans. Usée par les attaques racistes et sexistes, Sarah Akanji s'arrête pourtant après une seule législature. E-mail, courrier, commentaires en ligne, diffamation, prise à partie verbale, la Zurichoise y témoigne d'un torrent d'agressions racistes et sexistes à son égard de la part de personnes privées. En tant que personne de couleur, je suis de toute... Donc là, c'est une citation de Sarah Akanji. En tant que personne de couleur, je suis de toute manière davantage exposée à de telles attaques. Et en raison de mon mandat cantonal, la situation s'est aggravée. Pour ma propre protection, j'ai dû agir. Donc là, je fais juste une petite pause. Donc ça veut dire que cette jeune femme engagée en politique, représentante, ne va pas se représenter, ne va pas briguer un nouveau mandat. Née dans la région de Winterthur d'un père nigérian et d'une mère suissesse, elle s'est illustrée l'an dernier en combattant en vain une initiative cantonale UDC que la gauche jugeait stigmatisante. Celle-ci voulait obliger les polices du canton à communiquer la nationalité de délinquants présumés. Le titre d'un contre-argumentaire de la socialiste témoigne de son style incisif. Donc, citation, « Les Valaisans sont alcooliques, les Bernois sont paresseux, les Zurichois sont arrogants. Bienvenue dans le monde des préjugés. » Le retour de bâton a été très violent. Mais peu importe le thème abordé, raconte-t-elle, il suffisait qu'elle s'exprime dans les médias pour recevoir du courrier haineux. En briguant un siège au Grand Conseil zurichois, un bastion de vieux hommes blancs, selon ses termes, Sarah Akanji voulait donner une voix aux femmes et aux personnes présentant un bagage migratoire. J'ai pu motiver de nombreuses personnes issues de l'immigration à s'engager politiquement et cela me réjouit. J'ai reçu beaucoup d'encouragement, mais aussi beaucoup de réactions négatives. La limite qu'elle n'était pas prête à tolérer. Les attaques visant sa personne plutôt que son travail politique. C'est la raison principale de sa décision de ne pas se représenter, l'autre étant son désir de se concentrer sur ses études. Et je vais juste finir l'extrait.
une politologue, Noémie Michel, qui sera aussi présente lors du festival. Ce soir. Qui sera présente ce soir au festival, a dit « Politologue à l'Université de Genève, Noémie Michel concentre ses recherches sur le racisme en Suisse. Ses travaux confirment que les femmes noires sont surexposées à la violence et à la haine, et davantage encore si elles font de la politique. Dans l'imaginaire collectif, les femmes noires sont très fortes en sport, dans les métiers de l'art, dans le divertissement. On les assigne à cette place. Mais si elles veulent représenter une collectivité publique, ça vient troubler la représentation de la nation dans la conscience collective. Je salue le courage des femmes afrodescendantes qui se lancent. » Voilà. Donc voilà une manifestation très claire du racisme en Suisse. Et pour terminer ma conférence sur une touche un peu plus légère, je vais vous présenter une galerie de photos qui pour moi vont avec le vivre ensemble, qui vont avec le lien à l'autre, le cœur, le fait de faire partie d'une communauté, le fait de faire partie de groupes d'humains. Pardon. Voilà. Alors là, je vous présente cousine Judith, tante Marie-Claire et tante Adolphine, qui sont au Congo. Et le fait de penser à elles me donne souvent beaucoup de force et me relie à ces origines africaines que j'ai. Là, ces deux cousines, c'est Yvonne et Yvonne. Yvonne qui vit en Allemagne et Yvonne qui vit au Congo. Alors là, ce sont mes parents de cœur, mon oncle et ma tante. Et je les trouve très beaux. Puis vous voyez, on est assortis en plus. Hein. Alors ça, c'est notre vivre ensemble. Comme le disait au début Sylvie, je suis une ancienne nageuse de compétition. Et ça, c'est mes amis d'adolescence. On nageait ensemble à cette période. On était toutes dans l'équipe romande et aussi dans l'équipe suisse. Alors, on s'était appelés les Black and White, bien sûr, à l'époque. Mais avec mon autre amie afrodescendante, on était quand même les seules nageuses de Suisse. Donc il ne faut pas se dire que dans la natation suisse, 50% sont blanches et 50% sont afrodescendantes. On était les exceptions. Et c'est une amitié qui dure depuis plus de 40 ans. Et la dernière photo, c'est avec l'homme avec qui je partage ma vie, que je remercie parce qu'il m'a accompagnée dans toute la préparation de cette conférence. Il m'a vu passer de la clean pain à la dirty pain. Il m'a vu passer de moments où j'étais très enthousiaste au moment où je doutais. Et pour moi, il ressemble. Voilà, cette photo vraiment représente vivre ensemble. Je vous remercie. Ah. Mesdames et messieurs, Patricia Auguet. Merci. Merci.
Je me suis juste permis de mettre une petite bibliographie, vraiment des 3 livres qui m'ont le plus inspiré, donc celui de Resmaa Menakem, Les mains de ma grand-mère, le trauma racialisé et le chemin pour réparer nos cœurs et nos corps. Le deuxième, c'est Grada Quilomba, dont je suis parlé par rapport aux épisodes du racisme de la vie quotidienne. Et le troisième, qui est un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, et dont le titre en français, c'est « Ce que les personnes blanches ne veulent pas entendre du racisme, mais ce qu'elles devraient savoir », et qui m'a aussi bien inspirée. Voilà. Oui, merci. Merci infiniment, Voilà. infiniment. Pour conclure, j'aimerais ajouter que finalement, on a beaucoup parlé des personnes en tant qu'individuelles, et je pense que ce concept de dirty pain et clean pain peut aussi s'adresser à la collectivité et à la communauté. Et je pense qu'un festival comme Black Helvetia, on est en pleine clean pain. Parce qu'on est en train de faire ce travail. J'ai beaucoup aimé l'image de on appuie, ça fait mal et ça fait du bien. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir faire ça avec vous toutes et tous présents ce soir. Et je suis extrêmement reconnaissante à toi, Patricia, à Mona Lisa, à la qualité de nos intervenantes. C'est impressionnant, vraiment. À Lucie, ce matin aussi, qui a tenu un atelier I've Got Your Back. Vraiment, il faut continuer à profiter de chacune de chaque instant qu'on peut partager ensemble, parce que on est vraiment en train de poser de belles pierres à la Suisse de demain, vraiment. Oui, mais je crois que j'ai tout dit. Oui, je devais la librairie, l'Union qui ouvre à 17h30, donc n'hésitez pas à aller manger une assiette si vous voulez. Là, il y a un moment, alors il est moins 20, mais je pense qu'on peut dire que Patricia et Mona Lisa, vous êtes disponibles quoi, une demi-heure ? Une demi-heure au foyer pour échanger. Je profite aussi pour dire qu'il y a une table réservée à l'Union pour vous deux et les membres du comité. Si vous souhaitez nous joindre, on serait vraiment honorés. Ah oui, pardon. Alors il y a donc... Oui, alors il y a ce soir à 8h donc la discussion avec Noémie Michel et la réalisatrice Kantarama Gaïgiri, qui est suivie par une table ronde, discussion avec des femmes qui occupent des positions, des femmes noires et afrodescendantes qui occupent des positions professionnelles où on ne les attendait pas. Et finalement, à 22h30, il y a un set DJ avec DJ Karami, qui à l'Inox, qui est juste en face de la gare. Donc vraiment, on a encore toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit ensemble, et je m'en réjouis. À tout à l'heure.